Je déclare la réunion du 30 mars ouverte. Avant de passer la parole au chef de groupe, je tiens à excuser M. Jean-Claude Jadot pour des raisons personnelles. M. Rassa n'est pas là. M. Van den Brie. Seule Isabelle Samedi est manquante. M. Capa. M. Lucas va arriver en retard, mademoiselle Blé est absente. Madame de Franck-Friquet. Vous êtes au complet. M. Lejeune. Vous trouvez sur vos bancs l'ordre du jour actualisé de la séance de ce jour. Je vous rappelle que nos travaux de ce jour portent notamment sur la réponse du Collège provincial aux interventions sur les rapports d'activité 2022. Point 1 à l'ordre du jour d'actualité, lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 27 mars 2023. Je donne la parole à Madame la deuxième secrétaire. Ok. Merci, Monsieur le Président. Donc, résumé du procès-verbal de la réunion du Conseil provincial du 27 mars 2023. La réunion est présidée par Monsieur Jean-Claude Jadot, assisté de Monsieur Erwin Guekel et par moi-même. La séance est ouverte à 16h35. 52 membres y assistent. Madame le gouverneur FF et Monsieur le directeur général provincial assistent à la séance. L'Assemblée entend une communication de Monsieur le Président. Monsieur le Premier secrétaire donne lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 16 février 2023. Monsieur le Président prononce l'éloge funèbre de Monsieur Joseph Barth, conseiller provincial honoraire. L'Assemblée entend les réponses du Collège provincial à la question d'actualité reprise sous le document 22-23/A11. Les documents 22-23/163 et 22-23/175 sont reportés à la séance du Conseil provincial de ce jeudi 30 mars. L'Assemblée adopte à l'unanimité les documents 22-23/135 à 151, 22-23/153 à 162, 22-23/164 à 170 et le document 22-23/173. L'Assemblée adopte les documents 22-23/152, 171 et 172. Le Conseil provincial prend connaissance des rapports d'activité 2022 concernant la culture, les fonds européens, les relations internationales et institutionnelles, la communication, la transition numérique. Le procès-verbal de la réunion du 16 février 2023 est approuvé et la séance publique est levée à 18h30. Merci Madame la secrétaire. L'approbation du procès-verbal interviendra en fin de réunion. Point 1, document 22-23/175. Comme convenu lors de notre séance du 27 mars, le vote sur ce document, donc sur le document de motion sur la proposition de solidarité avec les travailleurs et travailleuses du Deleuze, a été reporté à ce jour. Notre bureau s'est donc à nouveau réuni aujourd'hui et j'invite le rapporteur, M. Lejeune, à nous en faire connaître les conclusions. Chers collègues, Monsieur le directeur général, Madame la gouverneure faisant fonction, je vous rappelle que lors de notre réunion du Conseil de lundi dernier, suite à l'interpellation à la tribune du chef de groupe du PTB, le Président avait proposé le report du vote sur le texte du projet de motion du Collège relatif au soutien des travailleurs et travailleuses de Deleuze, amendé et adopté lors du dernier bureau. L'objectif de cet ajournement étant de trouver un accord pour l'obtention d'un texte commun. Le chef de groupe du PTB a souhaité que dans la présentation de ce point, il soit fait mention du dépôt d'une motion par le PTB. Dès lors, le bureau s'est d'abord positionné sur le rejet de la motion originelle déposée par le PTB et avant d'aborder la nouvelle motion proposée par le Collège, celle-ci a dû faire l'objet d'une inscription en urgence d'un point à l'ordre du jour du Conseil provincial de ce jeudi 30 mars. Le bureau ayant marqué son accord pour l'inscription du point en urgence, un débat s'est opéré sur la nouvelle proposition de motion. À l'issue de cette discussion, le texte définitif a été adopté au consensus par le bureau et le document définitif a été déposé sur le portail des conseillers afin que les membres de l'Assemblée puissent en prendre connaissance. Je vous remercie. Merci, Monsieur Lejeune.
Conformément à l'article 72 de notre ROI, cette nouvelle motion a donc été soumise à l'examen du bureau de ce jour. Celui-ci a demandé à notre Assemblée de se positionner sur la motion d'urgence pour ce document. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Non. Si personne ne souhaite intervenir, je clôt la discussion générale. Nous passons donc au vote sur l'urgence. Qui est pour? Unanimité. Unanimité. Merci. La notion d'urgence a été décrétée. Qui est pour les conclusions du bureau? Unanimité. Je vous remercie. Point 3 de l'ordre du jour actualisé. Document 163. Rapport d'évaluation annuelle relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et la SBL Centre provincial liégeois de promotion et de gestion en agriculture, CPL Promogest, exercice 2021, prévision 2022. Je vous rappelle que ce document a été soumis à l'examen de la 4e commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 10 voix pour, 2 abstentions que votre 4e commission vous propose de l'adopter. Des questions sur ce document ayant été posées en séance de ce lundi 27 mars, j'invite donc M. André Denis, député provincial, à la tribune pour répondre pour la réponse du collège provincial à ces questions. Vous avez la parole, Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Content de vous voir comme président, d'ailleurs, aujourd'hui. Merci. J'ai choisi mon jour. Oui. Monsieur le conseiller provincial, je vous remercie pour votre question. Elle me permet de vous rassurer sur l'évolution de la situation financière au sein de la SBL Promogest depuis votre départ en tant qu'administrateur. En termes de planification financière, un budget prévisionnel est établi, non seulement annuellement, mais aussi lors de toute opération financière importante. Les mouvements physiques et financiers relatifs à l'activité produits locaux sont suivis quotidiennement par informatique. Cette approche permet notamment de connaître en permanence l'état des paiements à effectuer, des paiements à recevoir et assure la traçabilité des produits. Vous mentionnez des erreurs comptables. Il serait plus correct d'évoquer une divergence de vue sur le traitement comptable des factures à recevoir. Le bureau comptable, alors assuré par un indépendant proche de la fin de carrière, a souhaité diminuer son activité, Promogest étant devenue une entreprise plus importante. Un appel d'offres avait alors été lancé et un nouveau bureau comptable a été désigné ainsi qu'un commissaire réviseur. Il est utile de signaler que ce nouveau bureau a pris une décision identique à la proposition que défendaient les techniciens et gestionnaires de la SBL sur le traitement des factures à recevoir. Sur le plan financier, après avoir été en bénéfice durant plusieurs années, l'ASBL risque en effet de connaître une très légère perte en 2022. Du moins, si les comptes qui doivent encore être arrêtés et présentés et approuvés en conseil d'administration et en assemblée générale le confirment. Ce risque s'explique par 3 facteurs principaux. D'une part, l'augmentation des charges en 2022, énergétiques et autres, dans le transport, etc. La politique d'investissement qui entraîne une augmentation des charges d'amortissement et la diminution, effectivement, du subside provincial, comme nous avons diminué par ailleurs dans d'autres secteurs également, en fonction des nouvelles charges qui nous sont imposées par rapport aux zones de secours. Rassurez-vous cependant, si le cas se présente, le déficit sera reporté en 2023 et comblé via l'adaptation de la marge contributive des producteurs, passée de 10% à 15% au chiffre d'affaires et justifiée au regard de la situation économique ainsi que ses impacts. Donc, actuellement, entre les produits achetés chez les producteurs et revendus, déposés à la grande distribution, on prenait 10% de marge. Il a été proposé de prendre 15% en fonction de toutes ces augmentations de coûts. Et les 15% ne sont pas encore actés
chez tous les producteurs. Le rappel aux besoins que les comptes de CPL Promogest, si vous souhaitez, sont publiés et disponibles sur le site de la centrale des bilans. N'hésitez donc pas à aller les consulter. Je reste évidemment aussi à votre disposition pour toute autre question. Concernant votre seconde question, nous pouvons déjà affirmer que les produits affinés, donc là il s'agit du choix des produits à une perspective de diversification dans les produits commercialisés par Promogest, nous pouvons déjà affirmer que les produits affinés localement sont aussi commercialisés, comme par exemple le fromage de Herve. Pour qu'il en soit ainsi, le produit doit prendre une plus-value en province de Liège, autre que simplement commerciale. Citons à titre d'exemple le café, produit ailleurs et torréfié par des artisans locaux à Verlaine, Seraing et Eupen, et donc placé en grande et moyenne surface sur la plateforme Promogest. A l'inverse, des jus de fruits produits hors Europe, pour lequel la plus-value consiste à y appliquer une étiquette en français, est à juste titre jugée insuffisante. Enfin, en termes de diversification, le rôle de Promogest consiste dans la recherche de nouveaux marchés. Depuis octobre 2022, un certain nombre de cuisines de collectivités de la province de Liège sont fournies en produits frais, conciliant le bien manger et la mise en avant des produits locaux. D'autres types de marchés sont d'ailleurs en cours d'investigation, ce qui nous conduit à être confiants pour l'avenir. Voilà, j'espère avoir répondu à vos inquiétudes, Monsieur Lejeune. Merci. Merci, Monsieur le député. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Plus personne ne souhaite intervenir. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 4e commission? Unanimité. Non. Non. Oui? Unanimité. Merci. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 4 de l'ordre du jour, document 174. Liège zone 2, ILI, série, Assemblée générale extraordinaire fixée au 27 avril 2023. Je vous informe que nous avons été saisis d'une demande d'inscription en urgence pour ce point. Conformément à l'article 72 de notre ROI, l'urgence de ce point a été soumise à l'examen du bureau ce lundi 27 mars. Celui-ci demande à notre Assemblée de se positionner sur la notion d'urgence. Le document a été déposé sur le portail des conseillers. Nous passons donc au vote sur l'urgence. Qui est pour? Merci, unanimité. Ensuite, ce document a été soumis à l'examen de la 5e commission ce jour. Il n'a soulevé aucune remarque ni aucune question. C'est donc par 11 voix pour et une abstention que votre 5e commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Personne ne souhaite intervenir. Je clôt la discussion générale. La notion d'urgence a été décrétée. Nous passons au vote sur le document 174. Qui est pour la conclusion de la 5e commission? Il n'y a pas d'unanimité. Okay. Qui est contre? Qui s'abstient? Le groupe PTV. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 5 de l'ordre du jour. Document RA03, rapport d'activité 2023 concernant les relations avec les territoires et les villes et les communes. J'invite tout d'abord Monsieur le député provincial président Luc Gillard à la tribune pour répondre aux interventions qui relèvent de ses compétences. Merci, Monsieur le Président. Enchanté de vous voir aujourd'hui à cet endroit. Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le conseiller Serge Ernst m'interroge sur la difficulté pour les mouvements et organisations de jeunesse de trouver des lieux adéquats afin d'y organiser leur camp d'été. Fin du mois de février, la ministre de la Jeunesse et le ministre des Pouvoirs locaux ont sensibilisé les différentes parties prenantes à la pénurie annoncée d'endroits de camp cet été en Wallonie. À ce titre, le ministre des Pouvoirs locaux a envoyé aux collèges communaux une lettre circulaire dans le but de réattirer leur attention sur cette problématique et leur rappeler l'existence du dispositif wallon Welcomes. Celui-ci consiste en un subside permettant d'engager pendant l'été et sous contrat étudiant une personne relais
entre les communes et les organisations de jeunesse. L'objectif est de faciliter les contacts ou encore de prodiguer conseils et informations en ce qui concerne le tri des déchets, les points d'eau accessibles ou les contacts avec les services d'urgence. En effet, qu'il s'agisse de terrains publics ou privés, mieux les choses se passent, plus il est aisé de trouver de nouveaux sites. La ministre de la Jeunesse a pour sa part fait adopter diverses mesures de soutien, telles qu'un appel à projet offrant aux mouvements de jeunesse l'opportunité d'améliorer leurs locaux pour accueillir davantage de séjours, ou le renforcement de l'aide à l'ASBL à Toucan, qui travaille notamment à la recherche de nouveaux lieux de camp. C'est bien fait. Madame la ministre a par ailleurs sollicité la collaboration des provinces wallonnes pour 2 aspects. Le premier, la sensibilisation des communes à l'importance de soutenir les mouvements de jeunesse en activant un maximum de pistes pour trouver des terrains. Ensuite, la recherche de sites et ou terrains provinciaux propices à l'accueil de plusieurs séjours de jeunes. Suite à cette demande, les 5 provinces wallonnes, via l'APW, donc l'Association des provinces wallonnes, et le cabinet de la ministre ont convenu de l'organisation d'un groupe de travail afin de dégager rapidement des solutions concrètes. Un membre du département des relations avec les territoires, les villes et communes y représentera notre institution. Par ailleurs, des contacts ont d'ores et déjà été initiés avec la Fédération wallonne de l'agriculture afin de la sensibiliser à la problématique et de tenter de collaborer dans une dynamique supracommunale à l'échelle de notre territoire provincial. Ce département est également occupé, en collaboration avec les différents services provinciaux concernés, à recenser les sites provinciaux propices à l'accueil éventuel de mouvements de jeunesse, tout en considérant bien entendu que nos infrastructures à vocation touristique sont habituellement fortement fréquentées en période estivale. Pour conclure, je ne manquerai pas de revenir devant notre Assemblée dès que le groupe de travail aura porté ses premiers fruits. Je vous remercie. Ensuite, monsieur le conseiller Rafik Rassa, qui est en conseil de classe, m'interroge sur notre investissement au sein des zones et notamment sur les infrastructures. Comme vous le savez, depuis 2020, la province de Liège a répondu favorablement à la volonté du gouvernement wallon de voir l'échelon provincial s'impliquer davantage dans le financement des zones de secours. Nous avons respecté les recommandations des circulaires des 17 juillet 2020 et 3 septembre 2021 du ministre des Pouvoirs locaux fixant la trajectoire de notre reprise des dotations communales jusqu'en 2024. En conséquence de cette importante nouvelle participation financière, le Collège provincial a initié une dynamique positive auprès des 6 zones de notre territoire afin d'être pleinement associé à la gestion zonale. C'est dans ce cadre que nous avons conclu avec chacune d'entre elles une convention qui fixe les montants de nos dotations, clarifie l'utilisation des 10% du fonds des provinces destiné à la sécurité civile et fige la représentation provinciale au sein des collèges et conseils de zone. Je l'ai déjà évoqué, je le rappelle, dans un souci de cohérence territoriale et surtout d'équité de traitement de l'ensemble de nos concitoyens, nous nous sommes également engagés dans une convention avec la zone 6 germanophone, alors que la reprise des dotations communales voulues par la Wallonie ne concernait que les communes francophones. On parle quand même d'une dépense supplémentaire d'1,2 million en 2024. Ça mérite d'être répété et permet une réponse implicite à la question relative à l'application de la province dans le projet CAP 2030 et en particulier vis-à-vis de la communauté germanophone. Ces 6 conventions ont été conclues fin 2021. C'est donc depuis 2022 que la province est valablement représentée au sein de chaque collège et conseil de zone. Et conformément à ce que prévoient les articles 25 et 51 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, chaque conseiller zonal dispose dans ces instances d'une voix délibérative. Toutefois, lors des votes, c'est important, lors des votes relatifs à l'établissement des budgets, modifications budgétaires et comptes annuels, chaque conseiller zonal dispose d'un poids votal proportionnel au montant de la dotation de sa commune ou de sa province. Vous l'aurez compris, au gré de l'augmentation progressive de notre reprise des dotations communales, nos représentants disposeront d'un poids votal de plus en plus conséquent pour ce type de décision.
Nos représentants arrivent cependant dans un contexte où des projets divers, et notamment de rénovation ou de construction de casernes, étaient étudiés. La volonté du collège est donc de s'associer aux réflexions en cours et d'envisager avec les représentants communaux comment devenir ensemble des acteurs efficients. J'en viens à votre question plus spécifique. L'un des enjeux opérationnels et financiers majeurs à court, moyen et long terme est évidemment la gestion des infrastructures des postes d'intervention et de secours. Et comme vous le soulignez dans votre intervention, c'est pour cette raison qu'en juin 2021, le Collège provincial a souhaité s'associer à l'étude initiée par la SPI afin de réaliser une évaluation complète de l'état des bâtiments de chaque zone de secours. Cette analyse a été construite par notre Direction générale des infrastructures et du développement durable selon une trame composée de 16 catégories et sous-catégories. Les informations récoltées ont été encodées dans le logiciel que nous utilisons pour la gestion de nos bâtiments provinciaux. Cela a permis de générer différents rapports. Ceux-ci ont été partagés avec la SPI. Cette dernière a, par ailleurs, chargé le CGFA de développer un outil interactif permettant d'aider les autorités zonales à envisager la localisation la plus pertinente pour les projets de nouvelles casernes, et ce, à l'échelle du territoire provincial. Cet outil a été présenté aux zones de secours lors de comités d'accompagnement. Nous sommes, à présent, en attente des conclusions définitives de la SPI au sujet de cette étude. Mais les zones de secours, comme toutes les institutions, sont en constante évolution. Et elles n'ont évidemment pas attendu l'arrivée de nos représentants pour appréhender les questions relatives à leur infrastructure. Nombre de projets qui voient aujourd'hui le jour ont été initiés il y a déjà plusieurs années. Vous citiez notamment à cet égard la future nouvelle caserne du plateau de Herve. Ces projets sur les rails faisaient l'objet de décisions fermes et avancées des conseils de zone qu'il n'était pas pertinent de remettre en cause. Aujourd'hui, de nouvelles décisions sont à prendre et nous y apporterons pleinement nos réflexions et notre expertise. Je ne peux néanmoins pas répondre à votre question et évoquer la situation foncière et financière de nos zones de secours sans rappeler à notre Assemblée que le manque actuel de moyens de la sécurité civile résulte principalement d'un défaut de financement de l'État fédéral. Je vous rappelle le jugement rendu le 8 septembre 2021 par le tribunal de première instance de Namur suite à l'action initiée par les communes de la zone Nage, enjoignant l'État d'enfin adopter un arrêté d'exécution quant à l'article 67 de la loi de 2007, précédemment cité. En effet, cet article prévoyait une prise en charge des dépenses à hauteur de 50-50 entre le fédéral et les communes, sans toutefois déterminer la nature des dépenses concernées par cet article. L'État a adopté l'arrêté utile le 27 juin 2022. Nous savons donc désormais quelles dépenses sont concernées par ce ratio. Un recours est pendant quant au caractère rétroactif de ces décisions. Nous restons évidemment attentifs à l'évolution de cette question centrale pour l'équilibre des finances zonales, tout comme Monsieur le ministre wallon des pouvoirs locaux, qui a également interpellé l'État sur cette question via le comité de concertation. Vous l'aurez compris, la réponse à votre question est simple. Les autres sources de financement sont connues et incombent pleinement à l'État fédéral. À ce sujet, nous sommes aux côtés des communes, des zones et de leurs travailleurs. Dans ce dossier, vous releverez que, comme depuis le début de cette législature, nous nous impliquons là où c'est nécessaire et en pleine concertation et complémentarité avec les acteurs concernés. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le député provincial président. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Non. J'invite à présent Madame la députée provinciale vice-présidente Cathy Furquet à la tribune pour répondre aux interventions qui relèvent de ses compétences. Toutes, Monsieur le Président? Une partie. Voilà, je ne sais pas comment on découpe finalement aujourd'hui, mais là, je vais répondre à la question de Monsieur Ernst concernant la maison du cyclisme. Et donc, cher Serge, je te remercie de me permettre de faire le point sur ce beau projet, comme vous l'avez dit, à quelques mois de son inauguration. Le Conseil provincial a décidé l'octroi de 2 subventions pour soutenir la création de cette maison du cyclisme.
Une décision en novembre 2017 pour un montant de 200 000 euros sur proposition de mon prédécesseur puisque je n'étais pas encore en charge des sports, et une décision en décembre 2022 pour un montant de 405 000 euros. Vous le savez, au moment de la décision de création de cette maison du cyclisme, la localisation du projet était un argument de poids. Situé au pied de la grotte de Remouchant, l'espace en question, l'ancien hôtel de la grotte, draine pas moins de 150 000 visiteurs par an et constitue donc une réelle opportunité touristique supplémentaire pour la région. Le musée sera, bien sûr, et ce n'est pas une surprise, essentiellement orienté vers la compétition cycliste et son évolution, dont notamment la doyenne Liège-Bastogne-Liège. Vous le savez aussi, la commune d'Éouaille est considérée comme terre du cyclisme pour plusieurs raisons. Son passé en termes d'organisation cycliste, l'implantation récente à l'époque d'un nouvel hôtel avec une capacité d'accueil du monde du vélo grâce à des infrastructures adaptées et un magasin dédicacé au vélo sur le square Philippe Gilbert. La présence de champions cyclistes, évidemment, sur le territoire communal. Tout le monde pense à Philippe Gilbert, déjà cité, mais également à Maxime Montfort, originaire de Sounier-Remouchant. Et enfin, le réseau Point-Neu en Ourtemblève, qui fait donc d'Éouaille une terre du cyclisme. Et la boucle est bouclée. La commune a souhaité que la province soit partenaire du projet, ce qui s'est concrétisé, je l'ai évoqué, par une première participation sous la forme d'une intervention financière donc dans le coût des travaux de construction de la maison du cyclisme, de la conception et des études également du projet par la Direction générale infrastructure et environnement, et ce à titre gratuit. En contrepartie, il avait d'ores et déjà été convenu que les infrastructures construites seront, à l'instar de ce qui se faisait pour le Country Hall, mise à la disposition de la province de Liège en vue notamment de l'organisation de conférences de presse, de stages, de visites, de manifestations ou de tout autre événement qu'elle souhaiterait organiser en ce lieu, et ce, à raison de 5 fois par an. En février 2022, la commune a sollicité l'octroi d'un nouveau subside pour finaliser le projet. Le local avait en effet subi des dégâts lors des inondations de juillet 2021. Le subside était destiné à l'habillage du bâtiment, à savoir les aménagements intérieurs, la création de l'espace d'accueil, l'éclairage idoine pour un musée, une remise en conformité des installations et des réparations imprévues. J'ajoute qu'il semblait pertinent de soutenir la concrétisation de ce projet dès lors que la province était, depuis quelques mois, dépositaire de la collection Oui Grand Cycle. Celle-ci est composée notamment de 135 vélos, de vareuses de photographies, lithographies, plaques de vélo qui témoignent de l'évolution de la discipline au fil des ans et retrace son histoire dans ses modèles les plus prestigieux. Cette collection, aujourd'hui ableunie d'ailleurs, pourrait être utilement valorisée dans le cadre de la Maison du cyclisme ou au travers de diverses expositions thématiques que cette dernière organiserait. Le projet a effectivement pris du retard. Il a été impacté, il n'est pas le seul, par l'épidémie de Covid qui l'a paralysé pendant 8 longs mois, mais également, et je l'ai dit, par les inondations. Conséquence du Covid, les travaux ont effectivement été éclatés en plusieurs phases pour être lancés début d'année 2022. Son inauguration est, selon mes dernières informations, prévue pour le dernier trimestre 2023. À ce stade, les marchés ont été attribués ou sont en passe de l'être pour les derniers. Les contacts ont été pris avec les collectionneurs et la scénographie est presque terminée. Encore un peu de patience donc. Je vous remercie, Madame la députée provinciale, vice-présidente. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Non. Le Conseil prend connaissance du rapport d'activité 2022 concernant les relations avec les territoires, les villes et les communes. Point 6 de l'ordre du jour. Document RA 13, rapport d'activité 2022 concernant l'administration. J'invite Monsieur le député provincial André Denis à la tribune pour répondre aux interventions qui relèvent de ses compétences.
compliqué. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, je t'ai dit que c'était... Voilà, donc je ne savais pas. Donc ça concerne la question de Madame Gaillard qui m'interroge sur le système des cliquets effectués au niveau des contrats énergétiques. Donc excusez-moi, je ne savais pas dans quel rapport d'activité ça se trouvait. La gestion de ces dépenses énergétiques est devenue en effet, et à juste titre, une réelle préoccupation ces derniers mois pour les citoyens, mais aussi pour les communes, ASBL et autres intercommunales. Nul besoin de vous rappeler le pourquoi de cette situation. La province de Liège a de facto dû s'adapter à ces crises pour la bonne gestion de ses propres finances, mais aussi pour celle des participants au marché public pour fourniture de gaz et d'électricité. Mis en place en 2008, l'ensemble des établissements provinciaux et actuellement 174 participants tels que les communes, des CPAS, des zones de police, des zones de secours et diverses associations participent à ce marché que nous centralisons. Je vais essayer d'être le plus clair possible quant à la réponse à apporter sur cette matière, on peut dire quand même complexe. Tout d'abord, sachez que les clauses techniques relatives à ce marché ont évolué pour suivre l'évolution des marchés boursiers et bénéficier du meilleur prix possible. D'un prix fixe en 2008, les prix sont devenus variables en 2009 et 2015 et variables et cliquables depuis 2016. Le dispositif permettant des clics a été inséré pour la première fois dans le marché couvrant les années 2022 à 2023 et 2024 suite à la crise du Covid. En effet, pour rappel, le déclic permet, dans des cas exceptionnels comme une chute brutale et rapide des prix constatés, par exemple en 2020, de se libérer des prix fixés et de pouvoir les refixer ultérieurement le cas échéant. Ceci n'a pas été possible durant la crise sanitaire car cela n'était pas prévu dans le contrat de fourniture initial. Actuellement, nous sommes dans une période où tous les prix ont été fixés, cliqués, pour les années 2020, 2023 et 2024. Le dernier clic ayant été opéré le 22 novembre 2022. Les valeurs cibles pour chaque clic ont été déterminées par le collège provincial sur base des propositions émises par le comité de suivi provincial et la stratégie de clic a été exposée aux participants au marché lors d'une séance d'information organisée le 2 mai 2022 au campus de Gemep. Lors de cette séance, sur les 174 pouvoirs locaux participant au marché, 36 étaient présents et 27 se sont excusés. Ensuite, en ce qui concerne les clics et des clics futurs, pour l'année 2023, les prix pour le gaz et l'électricité ont été fixés sur base d'un indice boursier annuel dont la cotation s'est arrêtée le 31 décembre 2022. Le déclic n'est donc pas possible. C'est pour 23. Pour l'année 2024, une stratégie de déclic et reclic est mise en place par le collège provincial. En effet, compte tenu de la volatilité importante des prix observée depuis fin 2021, provoquée notamment par le contexte géopolitique instable, le suivi du contrat de fourniture d'énergie relève de plus en plus de trading boursier. Les services provinciaux en charge de ce marché devraient par conséquent être accompagnés d'un consultant spécialisé. La stratégie mise en place par le collège à parfaire avec le consultant consiste actuellement en l'observation et le suivi journalier des valeurs boursières ainsi qu'en la simulation des valeurs favorables et défavorables du déclic-reclic lorsque toutes les cotations pour les 4 trimestres 2024 seront publiées. Cet accompagnement externe a été décidé par le collège provincial pour ce qui est du futur marché 2025-2026. Donc pour 2024, en fonction des conditions, il sera peut-être encore possible de décliquer jusque vers le mois de novembre de cette année, en fonction des conditions. Pour ce qui est du marché futur de 2025 et 2026, vu l'instabilité boursière sur ce marché particulier et les variations de prix, ce consultant externe et expert en marché de l'énergie s'est vu confier l'élaboration des documents du marché jusqu'à l'attribution, ainsi que le suivi de son exécution, procédure de clics successifs, vérification de facturation, etc. Les raisons de cet accompagnement sont simples. Cette matière requiert un suivi permanent des indices boursiers,
des contacts fréquents et réguliers avec les fournisseurs et une disponibilité continue du comité de suivi provincial. Par ailleurs, les mécanismes du marché énergie sont de plus en plus complexes, les paramètres géopolitiques et les mécanismes boursiers sont difficiles à interpréter par des non-spécialistes. Enfin, pour ce qui est des pouvoirs locaux souhaitant participer au prochain marché, ils seront invités à fournir leurs données de consommation les plus précises possibles, ainsi que celles de production, photovoltaïque en particulier, indispensables pour que les fournisseurs puissent établir les formules de prix qui correspondent au profil de consommation. En ce qui concerne les préoccupations des participants à ce marché, il nous revient que les quelques communes qui nous ont sollicités souhaitaient simplement disposer des tableaux de prix qui seront appliqués dans les factures par les fournisseurs. En fait, les bénéficiaires à ce marché sont satisfaits que la province s'occupe de ce marché public de fourniture à leur place. Cette matière n'étant pas la plus simple, j'espère avoir été clair sur les aspects techniques et les choix opérés. Quoi qu'il en soit, nous pouvons nous assurer, Mme Gaillard, que ce système a, pour les années 2022 et 2023, en tout cas, pu faire grandement profiter les différents participants. En tant qu'acteur supracommunal, la province de Liège est toujours aussi soucieuse d'offrir aux communes un service optimal. Ce ne serait pas plus long, mais je comprends que d'aucuns pourraient désirer l'explication plus exhaustive et technique. C'est pourquoi, avec mon collègue en charge des marchés publics, Claude Klinkenberg, nous vous proposons d'organiser conjointement nos 4e et 5e commissions du mois d'avril afin d'y intégrer une présentation du processus et des chiffres de ce marché spécifique géré par la Direction générale des infrastructures et du développement durable. Vous aurez ainsi l'occasion de rentrer davantage, si vous le souhaitez, dans le détail et de poser toutes questions utiles. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie, monsieur le député provincial. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Non. Le Conseil prend connaissance du rapport d'activité 2022 concernant l'administration. Point 7 de l'ordre du jour, document R106, rapport d'activité 2022 concernant la santé et les affaires sociales. J'invite Madame la députée provinciale vice-présidente Cathy Furquet à la tribune pour répondre aux interventions qui relèvent de ses compétences. Merci, Monsieur le Président. Je commencerai par répondre à Madame Crane. Madame la conseillère, je vous remercie pour votre question qui va me permettre de faire le point sur ce projet d'envergure que représentait la publication et la présentation du 2e tableau de bord de la santé. Alors tout d'abord, permettez-moi une fois encore de remercier, je l'ai fait à plusieurs reprises et notamment à la commission, les équipes, les collaboratrices qui ont œuvré pendant plusieurs mois, plusieurs années même, pour l'édition de ce 2e tableau de bord de la santé, ouvrage complet et ô combien précieux. Le premier tableau de bord datait de 2016 et il a fallu, en concertation avec les autres observatoires provinciaux, collecter l'ensemble des nouvelles données disponibles pour éditer ce 2e recueil. Les remercier aussi pour le travail de présentation de ce tableau de bord dans les 3 arrondissements de notre province. Ça a été fait à Verviers le 14 mars, à Huy le 15 et à Liège le 16 mars dernier. Les 3 fois, les participants étaient nombreux et des échanges passionnants ont notamment permis d'évoquer les questions que vous soulevez, questions qui, soit dit en passant, et je vais vous répondre malgré tout, ne vous inquiétez pas, auraient également pu être posées en commission lorsque le tableau de bord a été présenté le 14 février dernier. Mais pour en revenir à votre question, je souhaite tout d'abord rappeler que si une politique provinciale n'est pas encore mise en place, le tableau de bord sert précisément à ça, à dresser un constat qui peut ensuite orienter les décideurs, qu'ils soient politiques ou actifs dans le milieu associatif. Il est donc, me semble-t-il, normal et sain que la province ne réponde pas encore à l'ensemble des constats soulevés. S'agissant du dépistage du cancer de la prostate, contrairement au dépistage du cancer du sein chez la femme, il n'existe actuellement aucun argument décisif scientifique justifiant d'encourager ou de déconseiller le dépistage du cancer de la prostate chez les hommes de 50 ans et plus, asymptomatiques et sans antécédents familiaux. Vous ne le savez peut-être pas, mais il y a plusieurs années, la province de Liège organisait un dépistage mobile du cancer de la prostate. Celui-ci a été abandonné,
suite à une levée de boucliers de plusieurs cercles de médecins généralistes, notamment pour la raison que je viens d'invoquer. Il ressort également que les avantages d'un dépistage précoce restent marginaux par rapport à ces inconvénients. Premièrement, le surtraitement. On dénombre en effet de nombreux cas de cancer de la prostate dits dormants qui n'évolueront jamais en cancer agressif. Et deuxièmement, les inconvénients liés aux examens eux-mêmes, saignements et ou infections suite à la ponction, stress inutile en cas de fausse alerte. Ensuite, vous connaissez notre nouveau pôle promotion et animation. Son objectif principal est de favoriser le mieux vivre des citoyens, quel que soit leur âge, leur genre et selon les besoins. Pour ce faire, il organise par exemple des conférences Jeudi Santé qui ont pour objectif d'informer et de sensibiliser le public à l'importance de prendre soin de sa santé via une communication claire et adaptée. Le nouveau cadre de travail de ce pôle l'amènera encore plus qu'aujourd'hui à penser les thématiques des conférences au regard des données du tableau de bord. Ça pourrait donc se traduire dans le futur par des sujets davantage connotés santé masculine. Sachez également que le pôle relaie sur ses réseaux sociaux la campagne Movember qui, vous l'avez dit, vise à sensibiliser la santé masculine en encourageant les hommes à se laisser pousser la moustache, un signe de soutien. S'agissant ensuite du taux de suicide qui augmente chez les hommes de plus de 70 ans, je pense qu'il y a malheureusement une incompréhension ou une mauvaise lecture des données. Le taux de suicide ne monte pas en flèche chez les hommes après 74 ans. Relecture faite, il a plutôt été mis en évidence que la mortalité par suicide diffère selon le sexe avec une augmentation chez les hommes après 74 ans. Le profil général du taux de mortalité par suicide est similaire pour la Belgique, la Wallonie et la province de Liège, et ce taux est nettement plus élevé chez l'homme, quelle que soit la tranche d'âge considérée. Quoi qu'il en soit, la province de Liège n'est pas insensible au bien-être de sa population senior. Par ailleurs, le tableau de bord de la santé révèle une augmentation de l'indice du vieillissement. Des réflexions sont actuellement en cours pour renforcer et développer des actions spécifiques à destination des seniors. Il est question notamment de mettre du lien entre ceux-ci et les ressources locales existantes au niveau des communes. De plus en plus de salons seniors sont par ailleurs organisés par les communes, salons dans lesquels la province est partenaire et donc présente avec des animations par exemple. Enfin, conçu par l'Organisation mondiale de la santé, ICOPE est un programme inédit de santé publique de soins intégrés. Il s'adresse aux personnes à partir de 60 ans et son objectif est de dépister les situations problématiques, les évaluer pour ensuite prévoir un plan de soins personnalisé dans le but de retarder la dépendance des personnes âgées. Des rencontres sont en cours et encore programmées avec des médecins du CHU afin de déterminer la manière dont la province pourrait s'associer dans le projet ou à tout le moins assurer la promotion du dispositif. S'agissant enfin de nos actions en termes de diabète, la province n'est pas inactive dans ce domaine, bien au contraire. Vous le savez, la campagne Tip Top propose notamment des tests d'évaluation des risques cardiovasculaires et de diabète de type 2. À la suite de ces tests, le citoyen repart avec une lettre « Bonjour docteur » qui reprend les résultats des évaluations santé, l'orientant vers son médecin. Des conseils personnalisés lui sont également prodigués, des brochures et des fiches conseils lui sont offertes. Ce courrier « Bonjour docteur » est spécifiquement rédigé pour aider un public plus fragilisé et faire le lien entre les tests réalisés grâce à la campagne Tip Top et la consultation chez le médecin. Nous en avons déjà parlé, la campagne Tip Top a été adaptée en fonction des conclusions de l'évaluation réalisée par le département des sciences de la santé publique de l'Université de Liège en octobre 2022. Et concrètement, Tip Top sera désormais organisé notamment
dans le cadre d'un projet global mené par une association sans but lucratif, un centre public d'action sociale, un organisme d'insertion socio-professionnelle, un centre d'insertion socio-professionnelle, une entreprise de formation par le travail ou encore toute entreprise d'insertion socio-professionnelle de travailleurs peu qualifiés. À côté de la campagne Tip Top, le pôle promotion et animation propose et continuera à proposer chaque année, et à l'instar de ce qui est fait pour l'endométriose, une campagne de sensibilisation en promotion de la santé sur un thème prioritaire de santé publique. La thématique retenue pour l'année 2023 est, et ça vous fera plaisir, la sensibilisation à la prévention du diabète. Les données statistiques du tableau sont en effet alarmantes et les équipes en ont bien entendu tenu compte. Le pôle était ou sera aussi présent spécifiquement pour du dépistage du diabète lors de 3 événements, au Salon des aînés de Dolembreux le 25 mars dernier avec 43 dépistages réalisés, suivis d'animation, au Salon des aînés d'Esneux du 7 septembre prochain et enfin au Salon Bien Vieillir d'Antine du 7 octobre prochain. Enfin, concernant le public précarisé, vous savez que les personnes qui fréquentent le CAS bénéficient de consultations auprès d'un médecin généraliste qui peut assurer le suivi adéquat, notamment en cas de diabète. Vous le voyez, j'en terminerai par là, cette nouvelle édition, cette 2e édition du tableau de bord, oriente déjà et va clairement orienter davantage encore les projets portés par le département de la santé et des affaires sociales de la province. Il est une mine d'informations tellement précieuse que nous devons l'utiliser pour mener des politiques que nous voulons cohérentes. Je ne peux d'ailleurs que vous encourager à en faire la promotion et à sensibiliser vos élus locaux à la sortie prochaine. Ce sera au printemps 2024, si tout va bien, des futurs profils locaux de santé cette fois. Ils seront, comme leur précédente édition, la version détaillée au niveau local. Il y en aura donc 84, puisque 84 communes sur le territoire. Une version détaillée de cette base de données sur la santé de la population. Concernant l'application anti-harcèlement, Madame la conseillère, je vous remercie pour votre question. J'ai bien vu, comme vous, les différentes publications presse ou sur les réseaux sociaux concernant l'application dont s'est dotée la ville de Liège pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Effectivement, le plan de prévention de la ville de Liège met en avant l'intérêt de l'utilisation de cette application, entre autres dans le milieu festif et studientin, notamment en collaboration avec les services de police et l'AGEL. Certains agents du département santé et affaires sociales ont bénéficié en mai 22 d'une présentation de l'application AppL. Ils ont reçu une explication théorique et ils ont pu tester l'application. Depuis, certains d'entre eux continuent d'utiliser et de le promouvoir, notamment dans le cadre d'autres actions du service égalité des chances. Ça a, par exemple, été le cas lors de la sensibilisation aux violences sexuelles à destination des jeunes via les 3 représentations de la pièce de théâtre Un fait divers. À côté de ça, vous le savez, nos équipes sont mobilisées pour lutter contre toutes les formes de violence, pas uniquement celles touchant les femmes donc. La majorité des actions provinciales de prévention et de réduction des risques se concentrent sur la sensibilisation des citoyens aux différentes formes de violence et à leurs inquiétantes montées statistiques. À notre niveau, nous ne sommes pas dans le signalement, mais dans la prévention, et le focus est mis tout particulièrement sur la notion du consentement ainsi que sur la position du témoin potentiellement agissant. Depuis plusieurs semaines, et j'en avais parlé lors du conseil du 16 juin dernier, les équipes, ça fait beaucoup de semaines, les équipes travaillent sur la communication de la campagne Liège Province Festive qui contient plusieurs outils de prévention quant à la problématique des violences sexuelles. Des flyers d'information ont ainsi été rédigés, ils définissent la violence, ils sensibilisent au consentement, à la position du témoin et donnent des adresses de référence pour l'aide, le soutien et, le cas échéant, la prise en charge.
Un nouvel outil est en cours de développement. Il s'agit d'un photolangage qui questionne le jeune sur base de photos qui lui sont soumises. L'objectif est de créer le débat à partir d'une question ouverte. Qu'est-ce que cette photo évoque ou éveille chez toi, et de voir à partir de quel moment on parle de violence sexuelle. Un banner-up a également été créé en vue de sensibiliser au continuum des violences et de rappeler la loi et les peines encourues. Enfin, des protections antidrogue pour les verts ont été acquises et seront prochainement distribuées. Vous le voyez, Madame la conseillère, la province fait la promotion de cette application, tandis que, évidemment, en parallèle, nos autres actions sont pour le moins complémentaires. Madame Gaillard, permettez-moi de vous remercier pour votre question et votre lecture attentive des documents avant notre commission de la semaine dernière. Vos questions et prises de parole contribuent à animer notre commission et c'est appréciable. 2278 primes attribuées en 2022 pour plus ou moins 120 000 €, vous l'avez dit lundi. Pour rappel, en 2020, nous étions encore à 2 940 bénéficiaires pour 191 551 €. Vous aurez donc calculé la diminution conséquente en 2 ans. Les primes ont effectivement été supprimées en 2021 dans un contexte de rationalisation des dépenses provinciales liées à la reprise du financement communal des zones de secours. On pourrait effectivement revenir sur notre décision. Le gouvernement wallon pourrait également revenir sur la sienne. On le sait, malheureusement, ce n'est pas le cas, ce ne sera pas le cas, et nous devons avancer pour garder le navire provincial à flot. Depuis la décision de suppression qui a été validée au Conseil de juillet 2021, plus aucune nouvelle prime n'est donc octroyée jusqu'au 31 décembre 2022. La province a cependant maintenu les interventions en cours, et ce de manière transitoire. L'ensemble des bénéficiaires avaient évidemment été prévenus par courrier. Selon mes informations, sachez cependant que des interventions et réductions sont toujours octroyées par des opérateurs téléphoniques et certaines mutuelles. Concernant ces dernières, les mutuelles donc, l'intervention qui était auparavant octroyée exclusivement aux bénéficiaires de l'intervention majorée est à présent étendue à tous les affiliés. Et si Monsieur le Président le permet, je vais enchaîner avec la réponse à Madame Gaillard sur le rapport d'activité qui concerne les sports. Pour vous dire, Madame Gaillard, que j'aimais mieux votre première question qui portait, elle, vraiment sur le rapport d'activité 2022. Ici, on est sur la modification budgétaire. Pour le rapport d'activité, ce sera pour celui de l'année prochaine. Mais rassurez-vous, il n'y a et il n'y aura plus d'implication provinciale directe dans la gestion actuelle et future du Country Hall. La Fédération Wallonie-Bruxelles est pleinement propriétaire du site et, à ce titre, elle décide de son avenir. Elle a ainsi récemment lancé un appel à manifestation d'intérêt. D'après les informations dont je dispose à ce stade, plusieurs ont déjà été actées. Le ministre du Budget du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a précisé au Parlement, pas plus tard que ce lundi 27 mars, que, et je cite, « Le gouvernement a approuvé le principe, en ce début du mois de mars, de la rédaction d'un cahier des charges en vue du lancement prochain d'un appel à candidature dans le cadre d'un marché de concession. La procédure devrait durer toute cette année, toute l'année 2023. Et en attendant, les activités sont garanties jusqu'au 31 décembre 2023, en ce compris pour le club de basket. À son niveau, comme vous l'indiquiez, la province n'a donc plus d'obligations, ce qui est, vous vous en doutez, une bonne nouvelle dans le contexte dans lequel nous sommes. L'entièreté des frais est désormais donc à la charge de la seule Fédération Wallonie-Bruxelles. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie, Madame la députée provinciale vice-présidente. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir sur les deux rapports? Le Conseil prend connaissance du rapport d'activité 2022 concernant la santé et les affaires sociales, ainsi que les sports. Point 9 de l'ordre du jour.
Document R108, rapport d'activité 2022 concernant l'enseignement et la formation. J'invite Madame la députée provinciale Muriel Brody-Rouillin à la tribune pour répondre aux interventions qui relèvent de ses compétences. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Delray, vous m'interrogez sur l'évaluation aujourd'hui pratiquée dans l'enseignement de plein exercice organisé par la province de Liège. Au sein de l'enseignement provincial, le chef de l'établissement et notre service d'inspection peuvent, à tout moment, venir inspecter le déroulement du travail en classe. Ces inspections sont menées conformément aux dispositions réglementaires et dans le respect des modalités de leur mise en œuvre concertées avec les instances des représentants du personnel. Au niveau de notre enseignement secondaire de plein exercice, l'évaluation peut prendre deux formes. Le rapport de visite d'une part et le bulletin de signalement d'autre part. En ce qui concerne le rapport de visite, il est établi par un membre de la direction ou direction adjointe, éventuellement accompagné par les cours pratiques d'un chef d'atelier ou d'un chef de travaux d'atelier. Une visite supplémentaire peut, le cas échéant, être réalisée par l'inspection provinciale. Ce rapport porte sur le respect des exigences administratives, la préparation écrite et le déroulement de la leçon. Le document est interne et est surtout un outil de communication et d'échange entre l'enseignant, la direction et l'inspection, lorsqu'elle intervient. Ce document, ainsi que la procédure, ont été approuvés par la commission paritaire locale lors de sa réunion du 12 juin 2015. Aucune mise à jour n'a été opérée depuis lors. Quant au bulletin de signalement, il est établi par la direction et contresigné par l'inspection provinciale. Il a été rendu obligatoire pour le personnel enseignant et auxiliaire d'éducation pour accéder à une nomination définitive par la députation permanente en date du 21 juin 1979. Il est basé sur l'appréciation objective de l'agent. L'agent peut toutefois solliciter, dans le cadre d'un recours interne, l'instruction complémentaire de son dossier s'il l'estime nécessaire. La mention finale de l'évaluation est fixée par le collège provincial. Le bulletin de signalement permet de répondre aux dispositions reprises dans le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné qui prévoit des évaluations obligatoires. À chaque fois que cela s'avère nécessaire, un accompagnement pédagogique est apporté à l'enseignant par la cellule des conseillers pédagogiques mise en place au niveau de notre réseau CP11. Au total, pour l'année 2022, ce sont plus de 140 évaluations du personnel enseignant et assimilé qui ont été menées dans l'enseignement secondaire. Si on ajoute l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement supérieur, organisé à la haute école, ce sont environ 260 évaluations qui ont été menées sur la même période. Enfin, Monsieur Delray, en ce qui concerne l'avant-projet de décret relatif à l'évaluation des enseignants, vous me permettrez de rappeler qu'il s'inscrit, comme vous le soulignez d'ailleurs, dans le cadre du pacte pour un enseignement d'excellence. En réunion au CP11, ce mercredi, avec les collègues députés et échevins en charge de l'enseignement, il nous est apparu que les différentes évolutions proposées par la ministre de l'Éducation dans les versions successives du texte apportait une réponse satisfaisante aux préoccupations des pouvoirs organisateurs et des représentants du personnel. Aussi, nous avons confirmé la poursuite de notre participation aux travaux du comité de concertation. J'en viens à la question de Monsieur Lejeune. Monsieur Lejeune m'interroge quant à lui sur la participation de nos écoles provinciales au printemps Simenon qui s'est tenu à Liège du 8 au 11 mars 2023. Permettez-moi avant toute chose de préciser que ces manifestations ont été organisées en collaboration avec l'Université de Liège
et ont mis à l'honneur le grand écrivain liégeois, principalement à travers des colloques et des conférences, pour la plupart réservées aux amateurs et spécialistes. Parallèlement, 2 expositions, l'une consacrée aux bandes dessinées inspirées des romans de Simenon, l'autre à ses photographies, se tiennent respectivement à l'îlot Saint-Georges et au Grand Cursus jusqu'à la fin de l'année scolaire. Nos écoles d'enseignement secondaire et de promotion sociale, mais aussi la haute école, ont bien évidemment été sensibilisées par nos soins et ont été invitées à les visiter. Nous ne manquerons pas évidemment de tirer le bilan de cette participation dans le prochain rapport d'activité consacré à l'année 2023. Je profite de cette question pour rappeler que notre enseignement provincial a toujours été attentif aux anniversaires consacrés à Georges Simenon. J'en veux pour preuve les 2 excellents dossiers pédagogiques publiés en 1993 et 2003 et qui montraient déjà l'importance capitale de cet écrivain que vous soulignez à juste titre dans votre intervention. Il constitue, à n'en pas douter, un support pédagogique extrêmement utile en préparation aux visites des expositions. Je vous remercie, messieurs les conseillers, pour la qualité de vos questions et pour l'intérêt que vous portez à nouveau à notre enseignement provincial. Merci pour votre écoute. Je vous remercie, Madame la députée provinciale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Le Conseil prend connaissance du rapport d'activité 2022 concernant l'enseignement et la formation. Point 10 de l'ordre du jour. Document R1 10, rapport d'activité 2022 concernant les infrastructures et le développement durable. J'invite tout d'abord Monsieur le député provincial président Luc Gillard à la tribune pour répondre aux interventions qui relèvent de ses compétences. Merci, Président. Monsieur le conseiller, Monsieur Ernst, vous m'interrogez concernant la situation au sein du département de la Régie des bâtiments. Il importe tout d'abord de préciser qu'il s'agit d'une situation qui est prise très au sérieux par le Collège provincial, qui a décidé, dès les premières informations portées à sa connaissance, de prendre des mesures fortes. En sa séance du 20 janvier dernier, le Collège a en effet pris la décision de suspendre préventivement de leurs fonctions 4 agents de la Régie afin d'éviter, à l'intérieur de leur service, toute possibilité de menace ou de réaction exacerbée entre les auteurs des dénonciations et les agents visés. Une procédure disciplinaire a été diligentée à l'encontre de 6 agents, actuellement suspectés de faits de nature à porter atteinte aux intérêts de la province, mais également au bien-être de certains de leurs collègues. Les agents concernés seront entendus prochainement dans le cadre de la clôture de cette procédure qui, pour rappel, se couple d'une plainte avec constitution de partie civile déposée chez Monsieur le juge d'instruction Frenet. Il est dès lors particulièrement important de continuer à garantir la confidentialité de cette instruction, tant pour notre institution que pour les agents concernés. Dès les mesures d'ordre prises par le Collège, afin d'éviter les débordements, le personnel a été rassemblé à l'initiative de Monsieur le directeur général des infrastructures et du développement durable, afin d'être informé de cette situation. À cette occasion, les agents ont été mis en possession des numéros de contact tant du service des ressources humaines que des personnes de confiance, de manière à permettre, s'ils en ressentaient le besoin, de s'exprimer librement. Suite à cette annonce, Monsieur le directeur général, Monsieur l'inspecteur général et la responsable des ressources humaines se sont rendus très fréquemment sur site afin de s'entretenir avec les agents qui le souhaitaient. Parallèlement, une formation spécifique à destination de la structure hiérarchique va être organisée. Elle sera axée sur le respect au travail et sur la gestion des risques psychosociaux. L'objectif de cette formation est de faire contribuer activement la hiérarchie directe des agents de la Régie à la mise en œuvre d'un retour à une ambiance saine et professionnelle au cœur de ce département. Cette intervention est couplée à une campagne de communication traitant de l'aide que peuvent apporter les personnes de confiance et le service externe, réalisée tant par écrit qu'oralement, à l'attention des agents du département de la Régie. En ce qui concerne les mesures prises par le Collège afin d'éviter toute situation de récidive, il importe de préciser que plusieurs mesures de rationalisation et de réorganisation du travail ont déjà été entreprises.
Depuis quelques mois maintenant, les stocks de la régie sont gérés par le biais d'un magasin totalement informatisé. Dorénavant, les matériaux et fournitures sont définis en temps réel et leur utilisation est identifiable. Il est dès lors plus aisé de valoriser les matériaux utilisés pour chaque mission et l'outillage requis à la réalisation de celle-ci en fonction des besoins exprimés par les contremaîtres. En outre, les contremaîtres en chef sont désormais les seuls à pouvoir émettre un bon de sortie de matériaux correspondant à la stricte utilité du chantier programmé. Les matériaux de valeur ou de taille importante sont par ailleurs à présent mis sous surveillance vidéo afin de prévenir tout vol. Enfin, et il s'agit d'une mesure importante, une géolocalisation des véhicules provinciaux ainsi que des machines et autres matériels spécifiques est en cours de déploiement. Des véhicules tests ont été équipés à cette fin et les différentes démarches relatives à la mise en œuvre concrète du projet ont été réalisées. La mise en œuvre de cette géolocalisation a cependant dû être retardée en raison de difficultés d'ordre technique rencontrées par la plateforme de suivi des véhicules. Ces difficultés sont aujourd'hui réglées, de sorte que, dès mai prochain, la mise en application de la première phase du projet pourra être poursuivie. Plus globalement, et pour conclure, sachez que le Collège provincial a demandé à obtenir un dossier visant à désigner un organisme extérieur en vue de soutenir l'administration dans l'analyse des procédures internes de contrôle. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie, Monsieur le député provincial président. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? J'invite à présent Monsieur le député provincial André Denis à la tribune pour répondre aux interventions qui relèvent de ses compétences. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, Madame Monville, nous y voilà. Vous évoquez des échos contradictoires quant à la vente du château de Harzé. Permettez-moi de profiter de votre question pour rétablir les faits ayant rythmé ce dossier important de notre politique de rationalisation de notre patrimoine immobilier et de recentrage des missions provinciales. Une première étape fondatrice a été la validation de la mise en vente du site par le Conseil provincial du 24 septembre 2020 au prix de sa valeur vénale telle qu'expertisée, à savoir 3 300 000 €. Une série d'analyses juridiques s'en est alors suivie, amenant en mai 2001, le Collège a lancé un marché de services auprès d'agences immobilières susceptibles de procéder à la publicité utile, à l'organisation de visites et à la préparation de la vente. Parallèlement, la SBL Domaine touristique du Vallon de la Lambrée, gestionnaire du site, a été informée de la situation et enjointe à limiter progressivement les engagements commerciaux pris à l'égard des lieux jusqu'à la cessation de l'exploitation touristique. Alors, engagé la procédure de marché avant même la désignation d'une agence immobilière, la province a constaté que divers amateurs se manifestaient directement auprès d'elle pour signifier leur intérêt pour le bien et leur envie de le visiter. Le Collège en séance du 24 mars 2022 a alors convenu que cela laissait apparaître que les services provinciaux pourraient eux-mêmes se charger de la communication et de la mise en place de moyens publicitaires adéquats et suffisants et donc renoncer à attribuer le marché. La chose était lancée. La promotion et la mise en vente effective du château a débuté avec des publications dans les magazines immobiliers, de la Libre, du Soir, des annonces sur les sites immobiliers en ligne, de poses de panneaux à vendre aux abords du site, et l'envoi d'une information personnalisée, un dossier de présentation de ce bien d'exception à une 60aine d'acteurs du secteur immobilier, hôtelier ou touristique susceptibles de vouloir se montrer acquéreurs d'une telle infrastructure. Les visites ont été nombreuses, mais l'ouverture des offres en huis clos le 30 juin 2022 s'est révélée malheureuse. Aucune offre n'a été déposée. Le château a continué à intéresser puisque de nouvelles visites et informations ont été sollicitées, de nouvelles séances de réception et d'ouverture d'offres ont alors été organisées, le service patrimoine ayant pour ce faire recontacté tout qui avait émis un intérêt. Le 13 février dernier, une offre unique a été réceptionnée. Si elle n'atteint pas la valeur vénale expertisée de 3 300 000 sur laquelle la publicité s'appuyait,
en partie en tout cas, elle constitue tout de même une proposition solide puisqu'elle se chiffre à 2 millions d'euros. Le dossier est actuellement passé sous le crible des avis juridiques. Dans l'état actuel, 2 pistes restent ouvertes. Soit relancer la vente via une procédure de vente publique cette fois, ou, deuxième piste, accepter cette offre moyennant un engagement écrit de l'acheteur s'intégrant dans le contexte socio-économique local par la négociation de certains éléments permettant de justifier une différence entre le prix de l'estimation et l'offre proposée. Je pense notamment au maintien du musée de la boulangerie, à une bonne collaboration avec la commune, à une bonne intégration de l'associatif local et des habitants du village, et également permettre éventuellement d'accueillir la province dans ces lieux sous certaines conditions. Une de ces deux solutions vous sera très probablement proposée au Conseil provincial du mois d'avril prochain. Je vous remercie pour votre attention. Oui, Je peux continuer par le rapport d'activité sur l'agriculture et la ruralité. Donc, c'est le point suivant. Encore Mme Mourville qui m'interroge sur le patrimoine forestier de la province de Liège est réparti. Donc, vous m'interrogez sur quelle est notre politique approche de la gestion de nos forêts provinciales. Utilise-t-on ces lieux au bénéfice de nos apprentissages en sylviculture? Le patrimoine forestier de la province de Liège est réparti essentiellement sur 3 sites. Le premier est le bois du Sartillement pour une surface de 62 hectares, réparti entre Angleur et le Sartillement. Donc, on va vous monter la côte du Sartillement. Tout ce qui se trouve à droite, ce sont les bois provinciaux. En termes de gestion des parcelles d'entretien de ces arbres, cela implique Sartillement, une surface de 62 hectares. En termes de gestion des parcelles et d'entretien de ces arbres, cela implique une collaboration entre le DNF et les services provinciaux. Ce site, constitué d'une partie importante de talus, est peuplé de pins, de hêtres, de chênes, de bouleaux. Différentes recommandations émises par le service régional, donc c'est sous le régime forestier, telles qu'une régénération naturelle de certaines zones, quelques coupes d'éclaircissement et une surveillance des essences sont appliquées. Par exemple, nous sommes intervenus dernièrement sur les lagages d'arbres afin d'éviter tout risque de chute de branches le long de la route nationale du Condro. Nous avons d'ailleurs demandé aux membres, par ailleurs demandé aux membres de l'ASBL Jardin Botanique, qui émane de l'Université de Liège, que nous soutenons d'effectuer un recensement des peuplements. Un projet de trail actuellement au Point Mort a aussi été envisagé sur ce site, suite à une demande de l'ASPI en collaboration avec la région wallonne et la ville de Seraing. Deuxième lot de bois provinciaux, les bois provinciaux situés sur la commune de Theux, à l'arrêt appelés les bois du Hefté et les bois du Haut-Marais, chacun pour une superficie d'environ 6 hectares. Là aussi, la DNF et l'Institut provincial d'enseignement agronomique travaillent en concertation sur le repeuplement de certaines zones afin d'améliorer la biodiversité, augmenter la variété de la faune et la flore, ainsi que la résistance des arbres aux maladies. Pour ces besoins, l'Institut provincial d'enseignement agronomique voit un intérêt aux possibilités d'exploitation dédiées à l'enseignement, exercice de terrassement, arboretum et verger, ainsi que coupe à blanc et replantation sur certaines parcelles sont en réflexion. Enfin, troisième parcelle à la province et dernière, les bois de Logne, sur la commune de Ferrières, à Vieuxville, pour être précis, bordent et agrémentent l'ascension du château et sont encore ici gérés en collaboration avec le DNF et aussi l'Agence wallonne du patrimoine. Sachez que des replantations sont recommandées obligatoires et sont systématiquement intégrées dans nos demandes de permis d'urbanisme et dans nos marchés passés avec des firmes spécialisées dans les abattages. Enfin, c'est avec plaisir que je vous convie, dès le retour des beaux jours, à une visite des différents sites. Oui. Pour voir si chacun écoute. Madame Mourville m'interroge sur le vignoble didactique. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier votre question soulignant positivement l'action qui est menée par le Centre provincial de formation en agriculture et ruralité. Avant d'apporter une réponse, il me tient à cœur de souligner le travail conséquent réalisé par l'équipe du CP Phare. Ainsi, pour assurer ses premiers succès évoqués, il a été nécessaire de remettre en état le vignoble pédagogique de Flémal,
plus de 550 piquets changés, 4 km de fil, plus de 200 tendeurs, etc., etc. À l'abandon lors de son acquisition, quasi, mais pas, bon, c'est un peu excessif peut-être à l'abandon, mais le travail s'étendra inévitablement sur plusieurs années afin de permettre à la vigne de retrouver toute sa vigueur. Ainsi, la première production vinicole, plus que prometteuse, participe à la même dynamique pédagogique. Elle constitue une étape de plus dans l'apprentissage proposé afin que le panel de formations proposées couvre chaque étape inhérente à la vitiviniculture. Pour répondre à vos questions pour le moins essentielles, à savoir, pourrons-nous le goûter? S'agissant de la première année de vinification, et le CPFA ne disposant pas encore de ses propres locaux agréés à Crisnay, les démarches auprès de l'AFSCA pour produire du vin destiné à une dégustation publique n'ont pas pu être réalisées. Seule une production test existe donc, ne pouvant être utilisée que dans le cadre de la mise au point de la technique et de l'approche didactique de nos formateurs. Dès lors, peut-être serait-il opportun pour notre conseil de prévoir une séance de formation à la dégustation durant la belle saison afin de peut-être rentrer dans les conditions de dégustation de ce futur grand cru. Peut-être à l'issue de la visite des forêts. Je vous remercie de votre bonne attention. Je vous remercie, monsieur le député provincial. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Le Conseil prend connaissance du rapport d'activité 2022 concernant les infrastructures et le développement durable, ainsi que le rapport d'activité 2022 concernant l'agriculture et la ruralité. Point 12 de l'ordre du jour, rapport d'activité 2022 concernant le tourisme. J'invite monsieur le député provincial Claude Klickenberg à la tribune pour répondre aux interventions qui relèvent de ses compétences. Merci, Monsieur le Président, mais c'est Klenkenberg, voilà, donc c'est important. Donc, dans la vie d'aujourd'hui, les noms... Non, mais je comprends, tu vas être serein, donc... Vous n'avez pas la même élocution que nous. Si je dois le dire en cérisien, c'est faire mal. On peut demander à Jean-Claude, par exemple, lui, il sait très bien comment on prononce les noms par chez nous. Monsieur Ernst, Serge, vous m'interrogez sur la situation du personnel de Blenny-Mines, autrefois affecté au bateau Pays de Liège avant l'incendie. On m'a mis dramatique, mais je vais m'enlever parce qu'il n'y a pas eu de morts, de décès, de victimes, et qui a ravagé une bonne partie de cet outil touristique la nuit du 16 au 17 juillet dernier. Vous l'avez rappelé vous-même, la situation du personnel était gérée dès les premiers instants par l'équipe dirigeante de la SBL et son bureau exécutif dont je fais partie, et ce, afin de lui éviter de se retrouver dans des situations délicates. Sur les 7 personnes composant l'équipe du bateau, 3 avaient été presque directement reclassées dans d'autres services de la SBL et 4 avaient été placées en chômage pour cause de force majeure, comme je l'avais indiqué lors de notre session budgétaire. Voici donc la situation à ce jour. Pour les 4 agents mentionnés dans votre question, tout d'abord, le capitaine responsable du bateau a accepté la proposition émanant du bureau exécutif de reconversion comme responsable du centre d'hébergement de Blenny-Mines. Il suit actuellement une formation dans cette fonction, tout en gardant la responsabilité du bateau qui nécessite, vous l'imaginez, surveillance et entretien en attendant sa revente, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire à la 5e commission. Le capitaine a terminé son préavis, lequel a été réduit de moitié à sa demande. En échange d'une non-prestation de celui-ci, il a en effet développé une activité d'indépendant, ce dont nous nous réjouissons. Nous lui souhaitons évidemment plein succès pour ce nouveau challenge professionnel. Le deuxième matelot, barman, preste actuellement son préavis à la brasserie de Blenny-Mines. Un engagement dans son service est envisagé au terme du préavis s'il le souhaite et si l'expérience est concluante. Je pense que ce sera le cas. Enfin, le responsable Horeca est actuellement en maladie de longue durée. Je ne pense pas utile, monsieur le conseiller, de vous rappeler que la province et la Fédération du tourisme ont soutenu les sites paraprovinciaux dont Blenny-Mines encore plus fortement lors des 3 dernières années et qu'elle reste encore et toujours très attentive à la situation de ceux-ci. Je vous remercie de votre attention, mais je rappelle que Blenny-Mines, c'est une ASBL dans laquelle nous sommes partenaires. Et je sais que vous y êtes très attentifs, on a encore discuté la semaine dernière là-bas. Mais croyez bien que pour nous, c'est un outil indispensable et il faut absolument qu'on puisse continuer à travailler sur ce site demain et ad vitam aeternam.
Voilà. Monsieur le Président. Oui, continue. Je peux continuer? C'est la question. Il n'y a pas de question, hein? Il n'y a pas de question, Serge. Madame Monville, décidément, aujourd'hui, vous êtes à peu près de tous les dossiers. Monsieur le député, Pardon? je vais quand même poser la question. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir sur ce point? Je suis à ta dispo, Serge. Merci. Madame la parole est conseillère à vous. provinciale, chère Madame Monville, vous m'interrogez sur les sanctions administratives communales, et plus précisément sur la prestation citoyenne, à savoir si cette voie est effectivement activée, dans quelles circonstances et à quelle fréquence. Voici donc les éléments de réponse que je peux vous apporter. La loi relative aux sanctions administratives communales, qui date de juin 2013, énonce les différentes sanctions administratives possibles, à savoir l'amende administrative de maximum 350 € pour les majeurs et 175 € pour les mineurs, ainsi que deux alternatives, la médiation et la prestation citoyenne. Pour rappel, de manière chronologique, le fonctionnaire sanctionnateur reçoit un procès-verbal, il lance une procédure administrative et peut proposer une médiation. Si la médiation aboutit, il n'y a pas d'amende, évidemment. Si elle échoue, le fonctionnaire sanctionnateur peut toujours infliger une amende administrative. 3. Il rend sa décision, donc amende administrative, non-lieu, avertissement, prestation citoyenne ou médiation réussie. Je me permettrai de vous entretenir sur ces deux alternatives, la prestation citoyenne ou la médiation, dans la mesure où l'une est parfois utilisée à la place de l'autre. Et je m'en explique. Premièrement, la prestation citoyenne, elle est définie comme une prestation d'intérêt général, effectuée par le contrevenant au profit de la collectivité. Elle est proposée en fin de procédure administrative en lieu et place de l'amende, sauf lorsque les faits incriminés sont répétitifs, évidemment. À la lecture des chiffres présentés dans le rapport d'activité, la prestation citoyenne est effectivement très peu utilisée. Cette réalité est la conséquence de plusieurs facteurs. D'une part, la prestation citoyenne proposée doit être en adéquation avec l'infraction commise. À titre d'exemple, une personne n'ayant pas sur elle le matériel pour le ramassage de déjections canines de son chien, évidemment, pourrait être amenée à justement ramasser les déjections canines sur le domaine public, ou encore, si des sacs poubelles PMC ont été refusés et que vous ne rentrez pas, vous pourriez être amené à nettoyer ou ramasser les déchets sur la voie publique avec les services communaux. Et d'autre part, la mise en place de ce processus est lourd pour la commune. En effet, si le choix de proposer une prestation citoyenne relève des fonctionnaires sanctionnateurs, celui-ci ne peut évidemment se faire que s'il dispose d'un choix de prestation déjà prévu et dès lors applicable au sein de la commune concernée. Cela signifie que la commune devra lui communiquer un listing des prestations citoyennes réalisables chez elle, que ce soit en interne, accompagnement du service des travaux pour le nettoyage des déchets, nettoyage d'un site, participation à l'une ou l'autre action, etc. Ou, en extérieur, recours à des ASBL déjà actives dans le domaine des travaux d'intérêt généraux, prononcés par le juge ou à toute autre association. Il appartient donc à la commune de rechercher et de conclure les éventuelles conventions avec des organismes tiers. À côté de cela, la commune doit également considérer les questions de prise d'assurance pour couvrir ses travailleurs occasionnels, de surveillance et de reporting du travail réalisé. Vous comprendrez aisément que ce travail est relativement laborieux pour les communes. Ceci explique sans doute la raison pour laquelle aucune commune partenaire n'a transmis de listing de prestations citoyennes aux fonctionnaires sanctionnateurs. Peut-être la tienne demain, je ne sais pas. J'en viens à la deuxième alternative possible, la médiation. Il est en effet constaté que certaines communes demandent la réalisation d'un travail dans le cadre de procédures de médiation. Celui-ci est proposé lorsque le fonctionnaire sanctionnateur estime qu'un dialogue entre l'auteur et la victime est opportun et ou qu'une réparation du dommage est possible. En 2022, 103 médiations ont été proposées. 23 prestations ont abouti. Cependant, ce mécanisme comporte également ses conditions et critères particuliers. 1. La commune doit avoir désigné un médiateur. Et 2. La commune doit avoir donné ses priorités, c'est-à-dire, comme tout à l'heure, défini les matières pour lesquelles elle souhaite être partie prenante dans les médiations pour lesquelles la collectivité est victime. Ainsi, une commune peut refuser les médiations pour les chiens et les accepter, pas pour les chats, en ce qui concerne une autre matière. Voici explicités les mécanismes annexes à la sanction administrative, mais surtout toutes les conditions et circonstances de mise en œuvre de celle-ci. J'espère vous avoir répondu à votre questionnement et peut-être aussi également éclairer l'ensemble du Conseil, dont je salue la curiosité permanente sur cette activité. Comme le disait l'écrivain,
M. Tracy, la curiosité est l'un des plus grands moteurs de l'intelligence. C'est elle qui pousse à découvrir, à apprendre et à comprendre le monde qui nous entoure. Merci, Marie. Je vous remercie, monsieur le député provincial. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? On a fait les journées. Le Conseil prend connaissance du rapport d'activité 2022 concernant le tourisme ainsi que le rapport d'activité 2022 concernant les sanctions administratives communales. Point 14 de l'ordre du jour, approbation du procès-verbal de la séance du 27 mars 2023. Aucune réclamation n'ayant été déposée en ce qui concerne la rédaction du procès-verbal de notre dernière réunion, je la déclare approuvée et déclare close la séance publique de ce jour. La prochaine réunion du séance ordinaire du Conseil provincial aura lieu le jeudi 27 avril 2023 à 16h30. Merci. 27.